D'ailleurs, dans le mensonge également, celle qu'on appelle Jeannette Kabila, ce n'est pas la jumelle, c'est en fait la petite sœur de son père, là-dessus. Et d'ailleurs, elle n'est pas née là-dessus, elle est née le 9 mai 68, à Roubavu. Le père, donc, de Jeannette, qui est la petite sœur, donc du père de Hippolyte Kanambe, s'appelait Monsieur Arthur, et la mère s'appelait Thérèse. Thérèse Ndesamburo. Voilà la vraie identité, d'où on part. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout ce monde arrive donc à Kinshasa, chasse le président Mobutu? C'est à ce moment-là que les troupes rwandaises prennent le contrôle, pas simplement de l'armée, des services de sécurité, là-dessus, et des grandes structures de l'État. En fait, on est dans une phase de colonisation par le Rwanda de la RDC. James Kabarebe avait infiltré déjà notre armée, avec des militaires rwandais là-dessus. Dans toute l'armée, il avait, en tant que chef d'état-major général, pris le contrôle de l'armée et infiltré, pour un meilleur contrôle, l'ensemble de notre armée. Et lorsqu'il quitte, avec une bonne partie des troupes, mais il laisse une armée qui est infiltrée. Mais lorsqu'il quitte, son aide de camp, lui, ne quitte pas, il reste, parce qu'ils ont été malins de pouvoir faire croire à la population que c'était le fils de Laurent Désiré. Lorsqu'ils assassinent le président Laurent Désiré Kabila, c'est là qu'ils propulsent leur agent de l'armée rwandaise, chef de l'État. Sa mission, il y avait 4 objectifs dans sa mission. Premièrement, c'était de continuer à désarticuler l'armée, les forces armées congolaises. Et d'ailleurs, lorsque vous verrez dans tout le 18 ans qui s'est passé, et lorsque vous entendez parler qu'il y avait les attaques du CNDP d'abord, du M23 ensuite, tout ça, ce n'était qu'une mascarade en fait. C'était un prétexte qui était organisé par le Rwanda pour ensuite, d'après les attaques, venir toujours avec des compromissions, avec des accords. Des accords qui demandaient l'intégration de ces forces rebelles, soi-disant, une fois CNDP, une fois M23, au sein de l'armée donc congolaise. C'était qu'une manœuvre, une ruse là-dessus. Donc toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tshibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises. 66 millions de dollars quittaient chaque mois la Banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. 800 millions Non, 66 millions par mois. Fois 12, 800 millions de dollars par an. Multiplié par 18, ça vous fait près de 15 milliards de dollars. Depuis que Joseph... Depuis le 18 ans. Et ça, vous savez que la justification du régime de Kigali, c'était pour, soi-disant, payer l'effort de guerre qui avait été mené pour chasser Mobutu en 7 mois. La RDC a payé 66 millions de dollars par mois. Absolument. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. C'est ça qui a coûté, je veux dire, à la République. Et ça veut dire, multiplié par 18, ça vous fait 15 milliards de dollars. Et quand Félix Tshisekedi arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est là, maintenant, la raison pour laquelle on cherche la tête de notre président. Lui a dit que non, ça ne peut pas continuer comme ça. 66 millions de dollars par mois. Lui a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est une des raisons pour laquelle on lui fait la guerre. Après la FDL est venu le PPRD. Tout ce qui est les secrétaires généraux du PPRD, le président des assemblées nationales, du Parlement à l'époque, le directeur de cabinet du président à l'époque ne pouvait pas ignorer. Vous citez... Mais je cite personne, mais je dis qu'il y a eu une idéologie, la propagation de l'idéologie du mensonge. C'est-à-dire qu'il fallait faire croire à la population que non, c'est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais là, vous citez... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai très bien compris. Le PPRD était l'instrument de diffusion de cette idéologie du mensonge. Oui, mais là, vous citez Vital Kamerhe, je n'ai cité personne. Oui, il était secrétaire général du PPRD, Léonard Chéo Kitundu, le professeur Bouchab. Je n'ai cité le nom de personne et je me refuse de rentrer là-dedans. Mais je peux simplement dire que les acteurs du parti de l'ancien président Hippolyte Kanambe sont des personnes qui ont à gérer ce parti. Il a eu un cabinet avec des directeurs de cabinet là-dessus. Qui étaient complices. Mais qui devaient le savoir, ou alors qu'ils nous disent tous qu'ils étaient tous ignorants. Donc il faudrait poser la question aujourd'hui. Il faudrait poser la question aujourd'hui. Vital Kamerhe, Léonard Chéo Kitundu, Évariste Bouchab, Aubin Minakou et autres.
Il faudrait leur poser la question s'ils étaient au courant que Moïse Katumbi est omnibulé, obsédé. C'est une obsession d'être président de la République. Très bien. Mais comment est-ce qu'il a voulu le faire en 2023? Je vous avais dit, lorsque j'ai fait cette interview, qu'une opération est en train d'être montée avec des Russes, parce qu'en tant que ministre de la Défense, j'avais le réseau d'information assez poussé, pour pouvoir manipuler et entrer dans le site de la CENI, sortir des faux listings et être diffusés par une grande organisation que je n'ai pas voulu nommer, mais en fait, c'était déjà les acteurs, certains acteurs. Le jour du vote, la CENI a été attaquée, et ça, les informaticiens, ils le comprendront, ont été attaqués plus de 3400 fois. Attaqués plus de 3400 fois. Ça veut dire que vous aviez des interférences qui essayaient de rentrer dans le site de la CENI pour arriver maintenant à modifier les résultats des élections. Mais dès que nous avons eu l'information de cette tentative, bien sûr, j'ai informé le chef de l'État, et le chef de l'État a fait prendre les mesures pour protéger le site. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu pénétrer le site. J'ai bien dit 3400 fois sur la journée. Et même le lendemain, 2 jours après, les attaques continuaient. Les preuves sont là. Qu'il a voulu... Oui, mais c'est un aéroport qui était parvenu à monter à 1800 mètres, avec 50 mètres plus de 50 à 60 mètres de large. Je peux vous dire qu'un aéroport comme ça peut accueillir jusqu'à un C-130, qui peut transporter entre 150 et 180 personnes, ou un Antonov 12, qui peut transporter plus ou moins 150 personnes. Ça veut dire qu'une opération aurait pu être montée par nos ennemis pour pouvoir débarquer à cet aéroport de Mulunde et attaquer le Katanga. Je vais vous dire la preuve qui existe. Je ne rentrerai pas dans le détail judiciaire. D'abord, c'est une faute pénale. Vous ne pouvez pas construire un aéroport sans avoir l'autorisation de l'AAC. Oui, mais il a dit qu'il en a construit, il a rétabli beaucoup d'autres choses. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il y a toute une manipulation de faux également. Lorsqu'il a appris ça, il a essayé de se rattraper après coup en envoyant une lettre pour informer l'AAC. Pas pour demander l'autorisation, mais pire que ça. Au moment donc où nos services de sécurité prennent le contrôle de l'aéroport, on met la main sur son chauffeur personnel. Et vous savez ce que son chauffeur personnel fait découvrir au service de sécurité? Toutes les caches d'armes qui se trouvent dans les fermes de Moïse Katumbi. À la minute où Moïse Katumbi apprend que son chauffeur est arrêté, c'est à cette minute-là qu'il prend sa Jeep et qu'il traverse sur la Zambie. Et que sa femme traverse le lac pour pouvoir rejoindre la Zambie. À partir du moment, et suivez-moi bien, à partir du moment où le chef de l'État a décidé, parce qu'il veut donner à l'ensemble des enfants la chance d'étudier. Et je pense qu'en tant que père de cette nation, tout le monde applaudit cette politique, cette décision. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cherché la tête du président. Donc les catholiques seraient contre le président parce qu'il leur ferait perdre de l'argent au bénéfice des populations. Je suis persuadé de ça. Monsieur Lusakone, la dernière fois que vous m'avez interviewé, je vous ai dit que le président de la République avait remis à chaque évêché $1 million pour pouvoir aider dans leur évêché à mener des actions sociales en faveur de la population. J'avais même rajouté, il serait intéressant qu'on sache aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Eh bien, je peux vous annoncer qu'une audit a été réalisée par l'Inspection générale des finances. J'ai lu le rapport. Je peux vous dire que ce rapport est accablant. Plusieurs évêchés ont mal utilisé ces fonds. Je demande au secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Chollet, de demander à l'IGF de pouvoir publier ce rapport. Comme ça, nous allons voir si la bonne gouvernance, effectivement, a été de mise au niveau de la gestion de ces fonds. Parce que, je le dis, si on veut donner des leçons de morale aux autres, on doit être en mesure de ne pas pouvoir en recevoir.